Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville d'où vous regardez. Ce matin-là, je ne cherchais qu'un simple verre d'eau, rien de plus. Mais en descendant l'escalier, j'ai entendu une phrase qui a brisé quelque chose en moi. Une phrase qui a ouvert une porte que je ne pourrai plus jamais refermer. Les 2 millions sont à nous. Elle n'en fera rien. Elle est trop vieille pour en profiter. C'était la voix de Maya, ma belle-fille, dans ma maison, parlant de moi comme si je n'existais déjà plus. Je me suis arrêtée net dans l'escalier, mon cœur battant si fort qu'il couvrait presque leur voix. Le bois sous mes pieds a légèrement craqué, mais ni elle ni Julien ne m'ont entendu. Ils continuaient à parler, inconscients que chaque mot tombait sur moi comme une pluie glacée. « Julien, on ne peut pas rater une chance pareille !» Un silence, puis la voix de mon fils, basse, hésitante. « Je sais, mais c'est quand même ma mère. » Ce « mais » transperçait encore plus violemment que les mots de Maya. Je me suis avancée d'un pas, juste assez pour voir leur silhouette dans le salon. Maya tenait un grand dossier beige posé sur ses genoux, épais, soigné, parfaitement ordonné. Je n'y avais jamais vu ce dossier auparavant, mais la manière dont elle le gardait serré contre elle disait tout. Ce n'était pas un dossier innocent. Dans ce moment suspendu, tout est devenu clair. Quelque chose se tramait depuis bien plus longtemps que je ne l'avais imaginé. Et moi, j'avais été aveugle. Avec cet argent, on pourra enfin commencer notre vie. Tu le sais, Julien. Il suffit juste d'attendre qu'elle... Elle n'a pas fini sa phrase, mais elle n'en avait pas besoin. Je l'avais comprise, trop bien comprise. J'ai senti mes jambes se dérober sous moi. 70 ans de vie, une existence entière à élever mon fils seul, à travailler, à sacrifier chaque minute pour lui offrir une chance. Et voilà comment on me voyait désormais. Un obstacle, une formalité, une date d'expiration. Un souffle m'a échappé, imperceptible, presque un sanglot coupé. J'ai reculé lentement et je me suis réfugiée dans ma chambre, refermant la porte derrière moi avec la délicatesse d'un secret. Mes mains tremblaient tellement que j'ai mis plusieurs minutes à m'asseoir sur le bord de mon lit. Je voulais pleurer, mais aucune larme ne venait. C'était pire, c'était un vide, un froid inattendu. Le genre de froid qu'on ressent seulement quand la trahison vient de ceux qu'on aime le plus. J'ai levé les yeux vers la fenêtre. Le soleil de fin de matinée illuminait les toits de Lyon, mais pour moi, tout semblait soudain plus sombre, plus étroit, plus silencieux. Julien, mon Julien, le petit garçon qui promettait un jour de m'acheter toutes les glaces du monde. Maya, cette femme que j'avais accueillie sans hésiter, avec tendresse, avec espoir. Et maintenant, il parlait de moi comme d'une formalité administrative. Un moment plus tard, une décision que je n'avais jamais imaginé prendre s'est imposée à moi avec une lucidité brutale. Je me suis levée, je suis allée chercher mes clés, mon sac, mon manteau. Et 3 heures plus tard, j'étais assise dans le bureau de Maître Delmas, mon avocat depuis 30 ans. Il m'a regardée avec inquiétude. « Clara, que puis-je faire pour vous ?» Je me suis assise, doucement, comme si chaque geste risquait de réveiller la douleur encore fragile. Je l'ai fixé droit dans les yeux. « Maître, je dois modifier mon testament. » Il a cligné des paupières, surpris. Je n'ai pas expliqué. Pas encore, mais mes doigts se refermaient déjà sur la vérité comme sur une arme. Et quelque part dans ma poitrine, sous la blessure encore ouverte, un fil de force commençait à se tendre. Je ne savais pas encore que ce jour-là, c'était la fin d'une ère. Avant de vous dévoiler ma vengeance surprenante, vous pouvez vous abonner à la chaîne et aimer la vidéo pour m'inspirer pour les prochaines vidéos. Je m'appelle Clara Lenoir, j'ai 70 ans et jusqu'à il y a quelques mois, je croyais encore que ma vie était plutôt simple. Une retraite tranquille, quelques habitudes, un jardin dont je prenais soin depuis plus de 35 ans et surtout la fierté d'avoir élevé mon fils, Julien, seul après la disparition de mon mari. J'avais 29 ans quand il est parti. Un accident soudain, brutal, qui m'a laissé avec un petit garçon de 4 ans accroché à ma robe, incapable de comprendre pourquoi son père ne rentrerait plus jamais. Pendant des années, j'ai tout porté, le travail, les factures, les nuits blanches, les peurs. Et pourtant, je n'ai jamais regretté. Chaque geste, chaque sacrifice, je les faisais pour lui. Julien était ma raison, mon énergie, ma lumière.
Je n'avais pas beaucoup d'argent, mais j'avais ce que je croyais être le plus précieux, une famille solide. La maison où je vivais encore, je l'avais achetée avec mes premières économies. Une petite maison située dans un quartier calme de Lyon, avec des tuiles rouges et une odeur de jasmin au printemps. C'est dans cette maison que Julien a grandi, qu'il a couru dans le couloir avec ses pyjamas trop grands, qu'il a appris à faire du vélo, qu'il m'a montré ses premiers dessins d'école. Je me souviens qu'il avait l'habitude de dire « Maman, quand je serai grand, je te construirai une maison encore plus grande, tu verras. » Je riais toujours, parce que je m'avais jamais demandé plus que ce que j'avais déjà, son amour. Les années ont passé, Julien est devenu un homme, indépendant, ambitieux. Et puis un jour, il m'a annoncé qu'il avait rencontré quelqu'un, Maya. Belle, souriante, sûre d'elle. Une femme moderne, disait-il. Avec elle, il parlait d'avenir, de projet, de stabilité. Je les ai accueillis avec toute la bienveillance dont je suis capable. Je voulais qu'ils se sentent bien, qu'ils sachent qu'ils avaient une place ici. Quand ils m'ont demandé, il y a 2 ans, s'ils pouvaient s'installer temporairement chez moi, le temps de se retourner, je n'ai pas hésité une seconde. Bien sûr, rester aussi longtemps que nécessaire, avais-je répondu. Leur appartement avait été vendu, les loyers devenaient trop chers, et puis j'étais heureuse de ne plus être seule. Je croyais rendre service, je croyais faire ce qu'une mère ferait toujours. Mais très vite, des détails ont commencé à changer. Julien rentrait plus tard, parlait moins. Et Maya observait tout. Mes habitudes, mes comptes, mes papiers. Je me rappelle d'un soir précis, elle s'était arrêtée devant mon vieux buffet où je range mes documents importants. Je l'avais surprise à légèrement entr'ouvrir un tiroir. Elle avait souri, un peu trop naturellement. « Je regarde juste, on pourrait optimiser l'avenir, Clara. À notre âge, il faut être prévoyant, n'est-ce pas ?» Cette phrase m'avait glacée une seconde, mais je l'avais chassée de mon esprit. Je ne voulais pas être méfiante, je ne voulais pas imaginer le pire. Et pourtant, sans m'en rendre compte, je me surprenais parfois à répéter silencieusement « Je ne veux pas être un poids. Je ne veux déranger personne. » Je ne sais pas quand cette phrase s'est installée en moi, mais elle était là, comme une petite ombre discrète au coin de mon esprit. À ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce qui se préparait. Aucune idée que les murs de cette maison, témoins d'une vie entière d'amour et de sacrifice, allaient devenir le théâtre d'une fracture que je ne pourrais plus ignorer. Parce que parfois, les plus grandes tempêtes commencent par des détails presque invisibles. Le matin suivant, je suis descendue un peu plus tôt que d'habitude. J'avais mal dormi, évidemment, et je voulais préparer du café avant que Julien et Maya ne se réveillent. La cuisine baignait encore dans une lumière douce, presque bleutée, celle des matins où tout semble suspendu. Je venais à peine de prendre une tasse dans le placard que Maya est entrée. Un sourire poli, trop poli, celui qu'elle utilise quand elle veut donner l'impression d'être aimable. « Oh, Clara, déjà debout, tu devrais te reposer un peu plus, à ton âge. » Je n'ai rien répondu, je n'avais pas la force de répondre. Je me suis simplement assise à la table, comme je le fais chaque matin depuis 30 ans. Mais à peine avais-je tiré ma chaise qu'elle a avancé de 2 centimètres, puis encore un peu, comme si de rien n'était. Un geste doux, automatique, presque innocent. Sauf qu'il ne l'était pas. La chaise n'était plus en face de la table, elle était à côté, comme si je n'avais pas ma place parmi eux. Mon cœur s'est serré, mais je n'ai rien dit. Je me suis assise quand même, le dos droit, les mains croisées. Quelques minutes plus tard, Julien est arrivé, encore en pyjama. Il m'a adressé un sourire fatigué, mais il n'a pas levé les yeux plus d'1 seconde. Il s'est installé en face de Maya et j'ai senti, comme un frisson glacé, qu'à cette table où nous avions tant ri autrefois, je n'étais plus qu'une présence silencieuse. Maya a déposé devant moi une tasse qu'elle venait de remplir. « Alors, Clara, tu as réfléchi hier à ce que tu comptes faire pour, l'après ?» Je savais très bien de quel après elle parlait. L'argent de la maison vendue, les 2 millions qu'elle s'imaginait déjà utiliser. Je suis restée calme. Je n'ai rien décidé encore, Maya. Un silence s'est abattu. Julien s'est figé un instant, comme s'il avait senti la tension se resserrer. Maya, elle, a esquissé un sourire, mais cette fois, son regard a changé. Plus froid, plus calculateur. Bien sûr, c'est juste que, tu sais, à ton âge, la priorité, c'est la sécurité, pas les caprices. Elle avait prononcé ces mots avec douceur, presque tendrement, mais chaque syllabe portait une intention bien plus lourde. La sécurité.
Les caprices, à ton âge. Je n'ai pas bronché, mais quelque chose en moi a craqué légèrement, un petit craquement intérieur, fin comme une fissure dans une vieille porcelaine. Julien a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, mais aucun son n'est sorti. Et ce silence-là m'a fait plus mal qu'une phrase blessante, parce que son silence, c'était un choix. Je me suis levée pour poser ma tasse dans l'évier. Et c'est là, en ouvrant le tiroir du meuble où je range mes torchons, que je l'ai vu. Le fameux dossier beige, celui que j'avais aperçu la veille dans les mains de Maya. Il était là, soigneusement glissé au fond du tiroir, sous un torchon parfaitement plié. Il n'aurait jamais dû s'y trouver. Mon souffle s'est arrêté une seconde. Je l'ai touché du bout des doigts, juste effleuré, sans l'ouvrir. Je savais qu'il ne s'agissait pas d'un dossier banal, pas d'un simple document perdu. Non, c'était quelque chose qu'elle voulait cacher, quelque chose qui la concernait et quelque chose qui me concernait aussi. Je l'ai relâché immédiatement. Je n'avais ni la force ni la clarté d'esprit pour affronter ce qu'il contenait. Je me suis retournée vers eux. Julien mangeait silencieusement, les épaules légèrement voûtées, comme s'il portait un poids qu'il refusait d'avouer. Maya parlait déjà de projets, de voyages, de travaux dans la maison, comme si cette maison lui appartenait déjà. Je me suis rassise, mais mes mains tremblaient légèrement. Chaque mot, chaque geste de Maya semblait soigneusement calculé. Chaque silence de Julien était devenu un aveu. J'ai observé leur visage. J'ai tenté de retrouver, quelque part, la tendresse que j'avais toujours connue chez mon fils. Mais ce matin-là, ce n'était plus le petit garçon que j'avais élevé. Ce n'était plus le jeune homme qui me disait « Merci, maman » après chaque réussite. Non, ce matin-là, quelque chose en lui avait changé. Ou peut-être que c'était moi qui changeais. Peut-être que j'avais enfin ouvert les yeux. Le café était encore chaud sur la table. La lumière du soleil traversait les rideaux blancs. Les oiseaux chantaient dans le jardin. Mais à l'intérieur de moi, une autre lumière venait de s'étendre. Et tandis que Maya continuait de parler d'un ton faussement léger, tandis que Julien continuait d'éviter mon regard, je l'ai senti. Ce moment, ce basculement, ce point de non-retour. Ce jour-là, j'ai compris que quelque chose s'était fissuré. Je suis restée longtemps assise dans la cuisine après cette scène. Trop longtemps, peut-être. Le soleil avait déjà grimpé plus haut dans le ciel, projetant sur la table une lumière dure qui ne pardonnait rien. J'avais l'impression que cette lumière-là révélait tout, les fissures dans ma famille, les illusions que je m'étais racontées, et surtout la vérité que je ne pouvais plus ignorer. Après avoir rangé la tasse, j'ai monté lentement les escaliers. Chaque marche semblait peser des kilos. Dans ma chambre, j'ai fermé la porte derrière moi. Pas violemment, non, juste doucement, comme si je clôturais un chapitre qui avait duré trop longtemps. Je me suis assise au bord du lit. Mes mains se sont refermées autour de mon téléphone. Et là, presque sans réfléchir, j'ai composé le numéro de Maître Delmas. Il a décroché rapidement, comme s'il m'attendait déjà. « Clara, tout va bien ?» J'ai inspiré profondément. « Maître, j'aurais besoin de vous voir, aujourd'hui, si possible. » Il y a eu un court silence, puis sa voix, grave et douce. « Passez à 15 heures, je vous réserverai du temps. » Je savais alors qu'une étape venait d'être franchie. Pas une grande décision encore, mais quelque chose venait de se mettre en mouvement, quelque chose que Maya et Julien n'avaient pas anticipé. Le cabinet de Maître Delmas avait toujours eu un parfum rassurant, odeur de bois ciré, de vieux dossiers et d'encre fraîche. J'y avais passé tant d'années lorsque je travaillais encore dans l'administration. Il m'avait vue veuve, m'avait vue mère inquiète, m'avait vue lutter, et aujourd'hui, il me verrait décider. Quand je suis entrée, il s'est levé immédiatement. « Clara, asseyez-vous, vous avez l'air bouleversée. » Je me suis installée dans le fauteuil en cuir, respirant lentement pour ne pas laisser ma voix trembler. « Maître, je voudrais modifier mon testament. » Il a cligné des yeux, surpris. « Vous l'avez pourtant révisé il y a 3 ans. » « Je sais, mais les choses ont changé. » Il a hoché la tête, sans me presser. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé chez lui. Il ne demandait jamais trop vite, il laissait venir. Alors, racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Et tout est sorti, pas d'un coup, mais par fragments. Les mots de Maya, l'attitude de Julien, le dossier beige, les phrases qui ne laissaient aucun doute. Je parlais calmement, posément, comme si je faisais un rapport. Mais à l'intérieur, quelque chose tremblait encore. Quand j'ai terminé, il s'est appuyé en arrière.
Clara, vous devez vous protéger. Vous êtes dans votre droit absolu. Je le sais, mais ça me brise quand même. Protégez-vous bien, ce n'est pas renier votre famille, c'est juste redéfinir vos limites. Il a sorti un formulaire épais, l'a posé sur la table entre nous, puis a pris son stylo. Dites-moi ce que vous souhaitez faire, je m'occupe du reste. J'ai pris une inspiration longue, presque douloureuse. Je veux retirer Julien de mon testament et léguer tout à Agnès. Elle a toujours été là. Il n'a pas commenté, il a simplement noté chaque mot. Et plus son stylo avançait, plus quelque chose en moi se solidifiait. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la survie. En arrivant dans le quartier, j'ai ralenti devant ma porte, comme si quelque chose m'appelait à regarder. Et instinctivement, j'ai levé les yeux vers la petite caméra que j'avais installée il y a quelques années, au cas où, m'étais-je dit à l'époque. Une intuition m'a poussée à vérifier. Je suis entrée dans ma chambre, j'ai sorti la tablette connectée au système. Quelques tapes du doigt et les vidéos de la nuit précédente sont apparues. C'était sombre, mais parfaitement clair. Maya, devant mon buffet, à 1h43 du matin. Elle ouvrait le tiroir où je range mes documents importants. Elle fouillait, elle cherchait quelque chose très précisément. À un moment, elle a sorti un dossier, l'a feuilleté rapidement, puis en a mis un autre dans son sac. J'ai senti une chaleur monter dans ma poitrine. Pas une colère violente, non, mais une certitude froide. Tout ce que j'avais ressenti ces derniers jours n'était pas le fruit de mon imagination. Je n'étais pas paranoïaque, je n'étais pas trop sensible, j'avais raison. Ce soir-là, en arrosant mes plantes devant la maison, ma voisine Madame Roux m'a appelée depuis sa grille. « Clara, tu as une mine affreuse, tout va bien ?» Je lui ai souri faiblement. « Ça ira, il faut juste que je réfléchisse. » Elle a secoué la tête. « Tu sais, parfois, il faut juste laisser les choses couler. Julien est ton fils. Les tensions, ça finit toujours par passer. » Je l'ai regardée longuement. « Non, Madame Roux, pas cette fois. » Elle n'a pas insisté. Mais ses yeux ont dit qu'elle comprenait plus que ce qu'elle montrait. En rentrant, j'ai refermé doucement ma porte. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose que je croyais perdu. De la force, une énergie tranquille. Mon plan était en marche. Les jours suivants furent étranges, presque irréels. Je continuais à suivre ma routine comme si de rien n'était. Préparer le café, ouvrir les volets, arroser mes plantes. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Je ne me sentais plus écrasée. J'agissais. La première chose que j'ai faite fut de retourner chez Maître Delmas pour signer les derniers documents. Il avait tout préparé, les nouvelles dispositions, les clauses de protection, les attestations. Je me suis sentie comme une vieille feuille de papier qu'on plastifie enfin pour éviter qu'elle ne se déchire encore plus. Quand j'ai posé ma signature, un étrange soulagement m'a traversée. Un mélange de tristesse et de puissance. La sensation d'avoir repris une petite partie de ma vie. « C'est fait, Clara, » dit Maître Delmas en rangeant les documents dans une chemise bleue. « À partir d'aujourd'hui, vous êtes entièrement protégée. » Je suis sortie du cabinet la tête haute. Le vent était frais, vif, presque tonifiant. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis dit « Tu n'es plus sans défense. » De retour à la maison, j'ai commencé à trier mes affaires. Pas comme une femme qui s'apprête à déménager, non, mais comme une femme qui met de l'ordre. Des piles soigneusement organisées, des boîtes étiquetées, des documents rangés par année. Le soir, alors que je pliais quelques vêtements, j'ai entendu des pas dans le couloir. « Maman ?» La voix de Julien, hésitante. Je me suis retournée. « Oui ?» Il m'a observé un moment, comme s'il ne savait pas comment commencer. « Tu fais du tri ?»« Oui, ça fait longtemps que je devais le faire. »« Et tu vas quelque part ?» J'ai senti son inquiétude. Pas pour moi, pour autre chose. « Non, Julien, je mets de l'ordre, c'est tout. » Il n'a pas insisté, mais son regard a glissé vers la vieille boîte en bois posée à côté du lit, celle qui contient mes souvenirs les plus précieux. Je l'ai vue, cette lueur, un mélange de curiosité et de nervosité. Il est ressorti sans rien dire. La porte s'est refermée, et j'ai su qu'il soupçonnait quelque chose. Le lendemain matin, j'ai pris une décision plus technique. Dans le couloir, derrière un tableau, j'ai un petit coffre-fort mural. Julien et Maya le savent, mais ils n'ont jamais montré d'intérêt pour son contenu, du moins c'est ce que je croyais. J'ai ouvert le coffre et on est sorti quelques documents importants. Puis j'ai modifié le code. Un nouveau code long, complexe, que même moi j'aurais du mal à retenir.
J'ai refermé le coffre en silence et replacé le tableau. Quelques heures plus tard, alors que je rangeais la vaisselle, j'ai entendu le clic du cadre dans le couloir, puis des chuchotements, puis un soupir exaspéré, celui de Maya. Elle est entrée dans la cuisine, les bras croisés sur la poitrine. « Clara, tu as changé le code du coffre ?» Elle avait essayé. Bien sûr qu'elle avait essayé. Je me suis retournée lentement avec un sourire calme. Oui, je le fais régulièrement, par sécurité. Ses lèvres ont pincé légèrement, un sourire crispé. Pour sécurité ou pour cacher quelque chose? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Pour me protéger, Maya, c'est important à mon âge, tu sais. Elle n'a rien ajouté, mais son regard m'a transpercé comme une lame fine. Elle savait que quelque chose lui échappait, et cela la rendait nerveuse. Les jours suivants, j'ai commencé à enlever discrètement certains objets auxquels je tenais. Photos anciennes, bijoux de famille, documents précieux. Je ne voulais pas tenter qui que ce soit. Je les ai placés dans une petite valise que j'ai glissée dans le fond de mon armoire. Chaque soir, je retirais un objet supplémentaire, un petit morceau de ma vie, un souvenir que je refusais de laisser entre de mauvaises mains. Et chaque soir, Maya me surveillait du coin de l'œil. Je faisais semblant de ne pas la voir, mais elle était là. Julien, encore une fois. Un soir, il est venu me voir dans la cuisine. Il avait l'air épuisé. « Maman, tu nous caches quelque chose ?» Je me suis tournée vers lui. Son visage, le même que celui du petit garçon qui courait dans le jardin autrefois, était tendu par une inquiétude qu'il ne savait pas nommer. « Je mets de l'ordre, Julien, rien de plus. » Sa gorge a bougé légèrement, comme s'il voulait parler, mais qu'un poil en empêchait. « Si tu as besoin d'aide, tu sais que je suis là. » Je sais, mais il ne m'a pas aidé. Il ne m'a pas vraiment regardé. Il ne m'a pas défendu quand les mots de Maya devenaient trop lourds. Il est reparti. Ses pas résonnaient lentement dans le couloir. Ce soir-là, en refermant l'armoire contenant ma petite valise cachée, j'ai ressenti une étrange forme de paix. Je n'étais plus passive, je n'étais plus spectatrice. Mon plan avançait, et il n'en savait rien. Les jours suivants se ressemblèrent tous, plus tendus, plus lourds, plus silencieux. Julien et Maya traversaient la maison comme deux ombres qui chuchotaient dès que je quittais une pièce. Je sentais quelque chose se resserrer, quelque chose d'invisible, mais de plus en plus oppressant. Et puis vint le soir où tout a basculé. C'était un mardi. Je me souviens très bien parce que j'avais cuisiné un gratin de courgettes, le plat préféré de Julien quand il était enfant. Une manière de retrouver un peu de douceur dans cette maison devenue glaciale. À table, Maya semblait étonnamment souriante. Un sourire trop large, trop contrôlé. Celui qu'elle ressortait quand elle voulait obtenir quelque chose. Quand Julien eut à peine pris sa première bouchée, elle posa doucement sa fourchette, croisa les doigts et se tourna vers moi. « Clara, nous avons beaucoup réfléchi ces derniers temps. » Je levai les yeux de mon assiette, déjà sur mes gardes. À quoi exactement? Son sourire s'agrandit. À notre avenir professionnel. Julien hocha la tête, comme un enfant qui approuve avant de réfléchir. On a un projet, maman, quelque chose qui pourrait changer notre vie. Je restais silencieuse. J'attendais la suite, déjà consciente de ce qui allait venir. Maya continua. On voudrait monter une petite agence de communication. Rien de très compliqué, mais il nous faudrait un capital de départ, autour de 60 000 €. Elle avait dit ce chiffre d'une voix douce, presque caressante, comme si elle parlait d'un simple achat de décoration. Je me suis tenue droite. C'est une somme importante. Maya hocha la tête, faussement compréhensive. Pour vous, oui, mais pour l'avenir de Julien, ce n'est qu'un investissement. Et puis, vous avez maintenant largement de quoi vivre. Elle avait prononcé « largement » avec cette inflexion qui me donnait envie de me lever et de quitter la pièce. Julien reprit d'un ton timide mais insistant. « Maman, ça nous aiderait vraiment. Avec ce projet, on pourrait enfin quitter ta maison, trouver la nôtre. » Une petite pause, puis cette phrase glissée comme un couteau. « On ne peut pas rester ici éternellement. » Je me suis sentie glacée. C'était ma maison, celle où je l'avais élevée, et pourtant, dans sa bouche, elle n'était devenue qu'un lieu d'enfermement. Je posais calmement ma fourchette. « Julien, Maya, je suis désolée, je ne peux pas vous donner cette somme. »
Un silence dur, métallique, s'est abattu sur la table. Maya m'observait, pas fâchée, pas surprise, non, calculatrice. Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas. Je n'ai pas répondu. Parce que je savais que ma réponse n'aurait servi à rien. Julien a poussé un léger soupir, mais encore une fois, il n'a pas levé les yeux vers moi. Ce silence-là, celui de mon propre fils, m'a transpercé. Ce soir-là, après avoir nettoyé la table, je suis montée dans ma chambre. Mais à peine avais-je refermé la porte que des voix étouffées sont montées du salon. « Julien, on ne peut pas dépendre d'elle éternellement. » C'était Maya, un souffle tendu, pressé, presque agacé. Je sais, mais quoi? On mérite de construire quelque chose. Elle a déjà vécu sa vie. À notre âge, on ne devrait pas être coincé ici. Je me suis assise sur mon lit. Chaque mot était comme une fissure supplémentaire dans un mur déjà fragilisé. Puis Maya a ajouté, plus bas, « Si elle ne nous aide pas maintenant, alors on attendra. De toute façon, tu sais très bien ce qui finira par arriver. » Cette phrase m'a glacé le sang. Pas parce qu'elle était violente, mais parce qu'elle était froide, calculée, comme un plan qu'on répète. J'ai refermé les yeux, essayant de ne pas sombrer dans la panique. Le lendemain, ils sont sortis tous les deux vers midi. Je suis restée seule dans le salon à plier du linge, essayant de me distraire. C'est là que j'ai vu le téléphone de Maya posé sur le canapé, écran allumé, une conversation ouverte. Je n'aurais jamais fouillé, jamais. Mais le message affiché en notification m'a frappé comme une gifle. Un message de Camille. Alors, elle a signé. Bientôt, Julien héritera. Il suffit d'attendre encore un peu. J'ai senti mon cœur se serrer brutalement. J'ai approché mes doigts du téléphone, hésitant une seconde. Puis l'écran s'est éteint. Je suis restée figée, tremblante. Il n'était plus question d'impression, ni de malentendu, ni d'hypersensibilité. C'était écrit, noir sur blanc, explicitement. J'ai reposé le téléphone exactement là où je l'avais trouvé. Je n'avais plus besoin de preuves supplémentaires. Ce soir-là, Julien est rentré avant Maya. Quand il m'a vue dans la cuisine, il a hésité. « Maman, tu vas bien ?» J'ai répondu calmement. « Oui, je vais bien. » Il a cherché quelque chose dans mon visage, un signe, une ouverture, une faiblesse. Mais je n'avais plus rien à donner. Il a détourné les yeux, comme toujours, désormais. « Maman, pour hier, Maya était stressée, c'est tout. » J'ai souri doucement. Je comprends, et c'était vrai, je comprenais parfaitement. Ce soir-là, en refermant la porte de ma chambre, j'ai senti une certitude prendre place, froide et lucide. Ce n'était plus une escalade, c'était un compte à rebours. Le lendemain matin, la maison était étonnamment silencieuse, trop silencieuse. Julien et Maya étaient partis tôt, sans un mot, sans même un bonne journée. Leurs pas pressés dans l'escalier avaient résonné longtemps après qu'ils eurent quitté la maison. Ce silence-là, je l'ai senti comme une pause entre deux orages. Je profitais de leur absence pour ranger un peu le salon. Pas pour eux, pas pour faire plaisir, mais pour moi, pour retrouver un semblant d'ordre dans ce chaos invisible qui me rongeait depuis des semaines. J'avais presque fini quand, en soulevant un coussin du canapé, je vis quelque chose dépasser légèrement. Un coin de papier beige. Mon cœur fit un bond. Je tirai délicatement et le dossier entier apparut, coincé dans l'interstice entre les coussins. Le même dossier que j'avais aperçu dans les mains de Maya le jour où j'avais surpris leur conversation, celui qu'elle avait caché dans le tiroir de la cuisine. Celui qu'elle m'avait menti en disant « c'est juste des papiers de travail ». Mes doigts tremblaient, pas de peur, de certitude. Je m'assis lentement sur le canapé, le dossier posé sur mes genoux. Il était plus lourd que je ne l'avais imaginé, comme si le poids de sa vérité s'était accumulé au fil du temps. Pendant un long moment, je restais immobile. Ouvrir ce dossier, c'était accepter que plus rien ne serait comme avant. Puis j'ai inspiré profondément et j'ai ouvert. Le premier document était une sorte de tableau financier, très soigneusement mis en page. Le titre me glaça. « Projection patrimoniale, héritage anticipé, Clara L. » Mon nom, mon prénom, mes initiales. Ils étaient là, imprimés froidement en haut d'un document qui n'aurait jamais dû exister. Les colonnes détaillaient ce que Maya appelait le patrimoine disponible, la maison vendue, l'assurance vie, les placements et même ma pension de retraite. Elle avait tout listé, tout, avec une précision chirurgicale.
Je tournais les pages, chacune plus difficile que la précédente. Puis je tombais sur une section entourée d'un trait rouge, comme si elle l'avait relue plusieurs fois. Hypothèse. Clara L. Ne réalisera aucune dépense majeure. Horizon estimé 5 à 7 ans. 5 à 7 ans, une hypothèse, comme si ma vie avait une date de péremption. Je posais une main sur ma poitrine pour contenir la douleur. Pas une douleur physique, non, mais une douleur vieille, profonde, primitive. La douleur de comprendre que l'on a été réduit à un chiffre, à une variable dans un tableau. Je tournais doucement une autre page, des annotations écrites à la main. L'écriture fine, penchée, nerveuse de Maya. Je lus. Si elle change d'avis, agir vite, ne pas attendre trop longtemps. Julien doit rester ferme. Puis, elle commence à se douter, parler à Julien discrètement. Je restais figée, l'air sembla disparaître autour de moi. C'était donc ça, je n'avais pas imaginé, je n'avais pas mal interprété, je n'étais pas trop sensible, elle le planifiait, il le planifiait, depuis longtemps. Je continuais encore, incapable de refermer le dossier malgré la douleur. Une dernière note, presque griffonnée. Quoi qu'il arrive, rester calme, se rapprocher, se montrer gentille. Ce mot-là, entre guillemets, gentille, c'était comme une brûlure. Je revoyais soudain toutes ces attentions soudaines, ces sourires trop doux, ces questions intrusives. Tout n'était qu'un jeu, une stratégie. Au fond du dossier, je trouvais une enveloppe blanche. Sur le devant, écrit en lettres élégantes. « Quand le moment viendra ». Mes mains tremblaient. J'ai ouvert lentement. À l'intérieur, un document déjà rempli, prêt à être signé. Demande d'accès anticipé aux comptes successoraux. C'était comme si le sol se dérobait sous moi. Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi froid, aussi calculé, aussi volontairement détaché de toute humanité. Je restais longtemps assise sur le canapé, le dossier ouvert devant moi, incapable de bouger. Puis, une clarté étrange m'envahit, une lucidité totale, silencieuse, tranchante. Ce n'était plus une intuition, ce n'était plus un doute, c'était une preuve indiscutable. 2 heures plus tard, je marchais vers le cabinet de Maître Delmas. Je n'avais même pas pris le temps de fermer le dossier. Je le tenais contre moi, comme on tiendrait une vérité trop lourde. Maître Delmas me fit entrer immédiatement. « Clara, qu'est-ce que c'est ?» Je posai le dossier sur son bureau. Il ouvrit, lut, en silence. Son visage changea, ses sourcils se crispèrent, la ligne de sa bouche se durcit. Puis il leva les yeux vers moi. « Ce document est extrêmement grave. Je sais. Et cette enveloppe, je sais. » Il poussa un long soupir. « Clara, écoutez-moi bien. Avec ce que vous m'apportez aujourd'hui, vous êtes entièrement dans votre droit de protéger vos biens, votre maison, votre avenir. » Il posa doucement sa main sur le dossier. « Et maintenant, vous avez une preuve, une vraie, une qui ne s'efface pas. » Je fermai les yeux un instant. Ce n'était pas du soulagement, c'était quelque chose de plus profond. Une vérité qui venait de se dévoiler et qui allait changer tout le reste. Quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, le dossier beige serré contre moi comme un fardeau brûlant, je savais que quelque chose devait se passer. Je ne pouvais plus faire semblant. Je ne pouvais plus sourire, plus détourner le regard, plus fermer les yeux. Cette fois, c'était fini. En poussant la porte, j'ai entendu des voix dans le salon. Julien et Maya parlaient à voix basse, comme ils le faisaient depuis plusieurs semaines. Mais cette fois, je ne me suis pas arrêtée dans l'escalier. Non, j'ai avancé. Quand j'ai franchi l'entrée du salon, ils se sont tus d'un coup. Julien a sursauté légèrement. Maya, elle, a posé un sourire trop lisse sur son visage. « Ah, Clara, tu es rentrée tôt. » Je n'ai pas répondu. Je me suis avancée jusque devant la table basse. Sans un mot, j'ai posé le dossier beige dessus. Le bruit du carton contre le bois résonna dans toute la pièce comme un coup sec qui annonce une sentence. Maya a pâli presque imperceptiblement. Julien, lui, a froncé les sourcils. « Maman, c'est quoi ça ?» Je me suis assise, pas pour me reposer, mais pour leur faire face à hauteur égale. Je les ai regardés l'un après l'autre, longuement. Assez pour qu'ils comprennent que cette fois, ce n'était pas une discussion comme les autres. Ce dossier, je l'ai trouvé dans le canapé. Le visage de Maya s'est figé.
Ses doigts se sont crispés sur la coudoir. Ce n'est rien. Je l'ai interrompu sans hausser le ton, mais avec une fermeté que même moi je ne me connaissais pas. Ne mens pas, Maya. Julien a tourné la tête vers elle, surpris. Elle m'a regardé avec ce mélange de défi et d'appréhension qu'ont ceux qui sentent que la vérité leur glisse entre les doigts. Je me suis penchée légèrement en avant. Je sais tout. Un silence lourd est tombé. Le genre de silence qui ne laisse pas la moindre échappatoire. J'ai ouvert le dossier et fait glisser vers eux la première page. Projection patrimoniale, héritage anticipé, Clara L. Julien a blêmi. « Maman, qu'est-ce que c'est que ça ?» Ce que Maya prépare depuis des mois, Julien. Je me tournai vers elle. « Et ce que tu n'as pas voulu voir. » Maya tenta de reprendre contenance. « Clara, tu interprètes mal ces documents. Ce sont juste des calculs, des hypothèses. » « Des hypothèses sur quoi? Sur ma vie? Sur ma mort ?» Elle n'a pas répondu. Ses lèvres ont tremblé un instant. Julien regardait la page suivante, celle où Maya avait écrit « Horizon estimé 5 à 7 ans ». « Maya, c'est toi qui as écrit ça ?» demanda-t-il d'une voix basse. Elle inspira profondément, comme si elle cherchait la bonne façon de maquiller la vérité. « C'est juste de la prudence, Julien. Ce sont des estimations qu'on fait souvent pour prévoir l'avenir. Ce n'est rien de grave. » J'ai doucement fait glisser une autre page, cette fois avec ses notes manuscrites entourées de rouge. Si elle change d'avis, agir vite. Rester gentille. Se rapprocher. Puis j'ai sorti la dernière enveloppe, celle où il était écrit « Quand le moment viendra ». Julien a blêmi davantage. « Maya, explique-moi, maintenant. » Elle aurait pu pleurer, se défendre, supplier. Mais non. Elle releva le menton, comme si elle refusait d'admettre quoi que ce soit. Je voulais simplement qu'on soit en sécurité. Tu sais très bien que ta mère ne nous aide jamais, qu'elle garde tout pour elle, que... Assez. Ma voix claqua dans l'air. Même moi, je fus surprise de la force qui s'en dégageait. Julien passa une main sur son visage, perdu. « Pourquoi tu as fait tout ça? Pourquoi tu as... planifié ?» « Parce qu'on en a besoin, s'exclama Maya. « Parce qu'on travaille dur, Julien. Parce que ta mère ne comprend pas qu'on veut construire quelque chose. Elle a déjà vécu sa vie. » Ma gorge se serra, mais je restai droite. « Et toi, Julien, tu pensais ça aussi ?» Il baissa la tête. Et son silence, une fois encore, fut la réponse la plus violente que je pouvais recevoir. Je me levai, lentement, chaque geste mesuré. Je t'ai élevé seul, Julien. Tu avais 4 ans quand ton père est parti. J'ai tout fait pour toi, tout, même quand c'était difficile, même quand j'avais peur pour demain. Et aujourd'hui, tu me regardes comme un obstacle. Il releva enfin les yeux vers moi. Ils étaient rouges, brillants. Maman, j'étais perdue. Je secouai doucement la tête. Non, tu as fait un choix. Maya fait un pas vers lui, comme pour s'interposer. Julien, ne te laisse pas manipuler. Elle dramatise tout. J'ai posé ma main sur le dossier, refermé calmement. Ce dossier, Maya, ce n'est pas rien. C'est la preuve que je n'ai plus ma place ici. La preuve que non seulement vous avez anticipé ma mort, mais que vous l'avez inscrite dans vos plans. Julien ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Maya tenta un dernier coup, la voix serrée. « Clara, tu te trompes, on voulait juste... » « Non, c'est toi qui t'es trompée. Tu as cru que je ne verrais jamais rien. Tu as cru que j'étais faible. Tu as cru que je resterais silencieuse. » Je pris une longue inspiration. Mais ce soir, c'est fini. Un silence étouffant suivit. On aurait pu entendre une épingle tomber. Puis j'ai ajouté, calmement, « Vous allez devoir vivre avec ce que vous avez fait. Et à partir d'aujourd'hui, je me protège. Moi, pas vous, moi. » Je me suis détournée et en quittant la pièce, j'ai senti leurs regards accrochés à mon dos, lourds, tremblants, désemparés. La confrontation venait de s'achever, mais les conséquences, elles ne faisaient que commencer. Quand j'ai quitté le salon ce soir-là, après avoir posé la vérité sur la table comme une pierre lourde, j'ai cru que tout allait se figer dans ce silence. Mais à peine avais-je atteint le couloir que j'ai entendu un bruit de pas précipité derrière moi. « Clara, attends !» C'était Maya. Sa voix était différente, tremblante, presque brisée. Je me suis retournée. Elle se tenait là, au milieu du couloir,
une main accrochée à la rambarde, les yeux brillants d'un éclat que je ne lui avais jamais vu. « Je suis désolée », lâcha-t-elle dans un souffle. Je restais immobile. Je ne voulais pas l'aider à parler. Je voulais qu'elle dise la vérité, toute seule, sans masque. Elle inspira profondément et soudain, comme si quelque chose s'était rompu en elle, les mots jaillirent. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, Clara. Je voulais juste stabilité. Je voulais qu'on puisse sortir la tête de l'eau. Je voulais une vraie vie, une maison à nous, un avenir. » Des larmes roulaient sur ses joues. Elle semblait sincère. Ou peut-être qu'elle découvrait trop tard qu'elle avait dépassé une limite. « Tu ne comprends pas, Clara. Julien m'a dit que ce serait temporaire, qu'on resterait ici juste quelques mois. Et puis, les loyers ont augmenté, son travail allait mal, on a commencé à se sentir piégé. Et il m'a dit… » Elle se coupa. Je fronçai légèrement les sourcils. « Il t'a dit quoi, Maya ?» Elle essuya une larme du bout des doigts. « Que tu avais des économies, beaucoup, et que, si on était patient, tout finirait par s'arranger. Il disait que ce n'était qu'une question de temps, que tu finirais par vouloir nous aider. » Je sentis un froid remonter le long de ma nuque. Julien apparut alors au bout du couloir, le visage défait. Il s'approcha lentement, comme s'il craignait que chaque pas ne fasse s'effondre tout ce qui restait. « C'est vrai, maman. » Sa voix était basse, rauque. « C'est moi qui ai dit ça à Maya. Je lui ai dit que ce ne serait pas pour toujours, que tu finirais par nous soutenir. Je l'ai poussé à croire que c'était normal. » Maya sanglotait maintenant, la tête baissée. « Je ne voulais pas te blesser, Clara. Je me suis laissée emporter. Je voulais juste nous sécuriser. J'ai eu peur, tellement peur de manquer, de perdre tout ce qu'on essayait de construire. » Julien s'avança encore, passant une main tremblante dans ses cheveux. « J'ai fait n'importe quoi, maman. J'étais stressée, perdue, je pensais que tu comprendrais. Mais j'ai oublié tout ce que tu avais déjà fait pour moi. » Il inspira profondément. « Et je t'ai laissée seule, je ne t'ai pas défendue, je n'ai rien dit quand je devais parler. » Le couloir semblait s'être refermé autour de nous. Le poids de leurs mots retombait comme des pierres dans un bassin trop petit. Je les regardais longuement, pas avec colère, pas avec haine, mais avec cette tristesse profonde qu'on ressent quand quelque chose se casse définitivement, même si on savait qu'un jour cela arriverait. « Julien, Maya !» Ma voix était calme, droite, douce comme une porte qui se ferme. « Vous avez fait vos choix, et maintenant je fais les miens. » Maya essuya ses larmes, le souffle coupé. « Clara, s'il te plaît. » « Non. » J'ai dit cela sans dureté, mais sans possibilité de retour. Je sentis soudain une clarté nouvelle m'envahir, une lumière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Toute ma vie, j'ai fait passer les autres avant moi. J'ai sacrifié, j'ai donné, j'ai espéré. Mais cette fois, je les ai regardés dans les yeux. Cette fois, je ne me sacrifierai plus. Julien baissa la tête. Maya se mit à pleurer plus fort. Je fis un pas vers ma chambre, puis un autre. Avant de refermer la porte derrière moi, je me suis arrêtée une seconde. Dans le silence du couloir, je prononçai doucement. J'ai fait de mon mieux. Puis j'ai refermé la porte. Dans ma chambre, je me suis assise sur mon lit. Je regardais l'ancienne photo de mon mari posée sur la table de chevet. Son sourire calme, rassurant, semblait traverser les années. Je pris la photo entre mes mains. « J'ai fait de mon mieux », murmurai-je encore. « J'ai fait de mon mieux. » Puis, avec une lenteur presque solennelle, j'ai ouvert le tiroir, rangé la photo et pris la décision qui allait changer ma vie. Je devais partir, je devais vendre la maison et je devais recommencer ailleurs. Plus rien ne serait comme avant. Mais pour la première fois depuis longtemps, c'était une pensée qui ne me faisait plus peur. 2 mois plus tard, je quittais définitivement ma maison. La signature avait eu lieu le matin même, dans un mélange étrange de mélancolie et de soulagement. Je n'ai pas regardé en arrière lorsque la porte s'est refermée. Les murs avaient abrité mon bonheur, mes peurs, ma maternité, mes nuits de doute, mais ils avaient aussi été témoins de trop de blessures récentes. C'était le moment de partir. Agnès m'attendait dans sa voiture, moteur allumé, un sourire tendre sur le visage. Elle n'a rien dit, elle a juste posé sa main sur la mienne. Et ce simple geste m'a suffi. Quelques heures plus tard, le train pour Montpellier glissait le long des paysages dorés du sud. Les collines, les vignes, les toits ocres défilaient comme un film silencieux.
Pour la première fois depuis très longtemps, je ne ressentais plus ce poids constant dans ma poitrine. J'étais fatiguée, oui, mais légère, comme si chacune de mes respirations reprenait un rythme normal. L'appartement que j'avais loué dans le centre de Montpellier était simple, lumineux, ouvert sur une petite terrasse pleine de soleil. 2 pièces seulement, mais chaque matin, la lumière claire baignait le salon et je me réveillais avec cette impression étrange, celle de recommencer vraiment. Les premiers jours furent silencieux. Je prenais mon café sur la terrasse, j'écoutais les bruits de la ville, les tramways, les pas rapides des étudiants, les conversations dans les cafés. J'apprenais peu à peu à ne plus attendre que quelqu'un apparaisse derrière moi avec une parole lourde ou un regard qui juge. L'absence de tension, c'était presque un luxe. Un après-midi, en me promenant dans une petite rue du quartier de l'Écusson, je suis tombée sur une affiche. Association, aide aux personnes âgées isolées, recherche bénévole. Je me suis arrêtée net. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti que c'était un signe. Le lendemain, je me suis présentée. La responsable, une femme souriante, prénommée Claire, m'a accueillie comme si elle m'attendait depuis toujours. « On manque de personnes bienveillantes, Clara. Votre présence va beaucoup compter. » Ces mots, votre présence. Cela faisait longtemps qu'on ne m'avait plus dit quelque chose d'aussi simple et sincère. On m'a confié 3 personnes âgées à visiter chaque semaine. La première s'appelait Noémie, 82 ans, un regard malicieux malgré un corps fatigué. Lors de ma première visite, elle m'a demandé « Vous venez faire la conversation ou m'espionner ?» J'ai ri, elle aussi. Et l'après-midi s'est déroulé comme si nous nous connaissions depuis des années. Peu à peu, au fil des semaines, ma vie a repris une forme. Je faisais mes courses au marché, je cuisinais des plats simples, j'appelais Agnès presque tous les soirs. Je retrouvais un rythme, un sens, un souffle. Et surtout, je retrouvais mon identité, celle que j'avais perdue dans les ombres du passé récent. Un soir, en regardant le coucher de soleil depuis ma terrasse, j'ai senti quelque chose se déposer en moi. Une paix douce, profonde. Je me suis soudain entendu murmurer « La famille n'est pas une question de sang, mais de choix. » Oui, c'était vrai, terriblement vrai. Ce qu'on partage avec les autres n'est pas toujours le lien du sang. Parfois, ce sont les gestes simples, les mains tendues, la douceur, la présence, le respect. À Montpellier, entourée de gens qui ne m'attendaient pas, j'ai découvert qu'on peut renaître à tout âge, qu'on peut fermer une porte sans en perdre son âme, qu'on peut choisir sa propre paix, même lorsque le monde vous appelle autrement. J'avais 70 ans, mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vivante, entière et enfin libre. Si vous m'avez écouté jusque-là, merci. Merci d'avoir pris ce temps avec moi, d'avoir marché à mes côtés dans cette histoire qui a été, pendant longtemps, une blessure, puis une renaissance. J'ai compris quelque chose d'essentiel. On peut aimer profondément, sincèrement, entièrement, mais on ne doit jamais s'oublier soi-même. La paix, la dignité, la liberté, ce sont des choses qu'on ne devrait jamais sacrifier, peu importe l'âge, peu importe les liens. Et vous, est-ce que vous avez déjà vécu une situation où vous avez dû choisir entre votre cœur et votre propre paix? Avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez, quelqu'un en qui vous aviez placé toute votre confiance? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Je lis chaque message. Votre voix compte. Votre vécu peut aider une autre femme, une autre mère, quelqu'un qui se sent peut-être seul en ce moment. Et si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a apporté un peu de force ou de courage, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche.